Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire, reconnaissante à son 5e Premier ministre, la nation a rendu hommage ce jeudi à Charles Konan Banny, une cérémonie que le président de la République, Alassane Ouattara, a présidée. Dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a salué un homme de conviction qui a servi son pays avec abnégation. C'est le même prix d'achat qui est reconduit cette année malgré la chute des cours à l'international. 300 francs CFA le kilogramme de coton graines pour la campagne 2021-2022. Annonce faite ce jeudi à la primature. Les acteurs de la filière saluent les efforts du gouvernement. Ils entendent positionner le secteur dans la durabilité. Et puis à suivre dans ce journal, le dossier politique consacré à l'après-Covid-19. Ces derniers mois, les gouvernants se sont penchés sur la question. Une crise sanitaire mondiale qui a fragilisé le monde. Il faut donc s'adapter et relancer au plus vite la machine. Nous verrons les politiques déployées dans les 4 coins du globe. Et puis le sommet Afrique-France se tient demain, vendredi, à Montpellier. Pour la première fois, aucun chef d'État africain n'est convié. Le président français sur la table des discussions avec des jeunes et acteurs de la société civile. 3000 participants pour évoquer des sujets économiques, culturels et politiques. Hommage de la nation à Charles Konan Banny. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie ce jeudi à l'esplanade de la primature. Un moment de recueillement pour le chef de l'État, le Premier ministre, les présidents d'institutions et la famille. Après les témoignages, l'oraison funèbre et les honneurs militaires, le président de la République a remis le drapeau national à la famille de l'ancien gouverneur de la BCEAO, Viviane Aimé. C'est au soir du 10 septembre dernier que la nouvelle est tombée, tel un couperet, laissant la Côte d'Ivoire dans la stupeur. Charles Konan Banny est décédé à l'hôpital américain de Paris, où il était soigné de la Covid-19. Une mort brusque qui a surpris tout le monde. Ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire de 2005 à 2007. Ex-président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation de la Côte d'Ivoire de 2011 à 2014. Candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015, Charles Konan Banny fut aussi, avant son entrée en politique, gouverneur de la BCEAO, poste qu'il a occupé pendant 15 ans. C'est donc crédité d'un riche parcours qu'il s'est éteint ce 10 septembre 2021 à l'âge de 79 ans. La nation reconnaissante au grand serviteur de l'État qu'il a été lui a rendu l'hommage national ce jeudi 7 octobre dans l'enceinte de la primature où il a exercé. Il fut le 5e Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Présents, les grands symboles de l'État, le drapeau national, le président de la République Alassane Ouattara, les grandes institutions de la République, le gouvernement, le corps diplomatique. Associé à cet hommage national, la famille de l'illustre disparu, son épouse, ses enfants, ses amis et anciens collaborateurs. Un grand portrait de l'ex-premier ministre symbolisait sa dépouille. Le président de la République en tête s'est incliné devant sa mémoire, suivi par le Premier ministre chef du gouvernement et par les présidents et représentants des grandes institutions de la République. Un témoignage et une oraison funèbre sont venus rappeler les qualités et la contribution de Charles Konan Banny au rayonnement de l'État de Côte d'Ivoire qu'il a servi. Le Premier ministre Charles Konan Banny a été un homme de courage, un homme de principe, un homme de devoir et un homme de rassemblement. Un homme de courage. Le courage, nous le savons, c'est la force, la fermeté et le zèle avec lesquels l'on entreprend des tâches difficiles, où l'on affronte le danger ou la souffrance. Il fallait du courage pour accepter la fonction de Premier ministre en 2005. Et il fallait encore plus de courage pour l'exercer dans une atmosphère extrêmement tendue et de méfiance généralisée. Un homme de principe. Un homme de principe est un homme dont la vie est gouvernée par les principes, c'est-à-dire par des convictions d'ordre moral. L'on dit aussi qu'un homme de principe est un homme de caractère, un homme qui, ayant de fortes convictions, s'efforce avec fermeté et persévérance
d'y conformer sa conduite, quel que soit ce que cela peut lui coûter. Charles Konan Banny faisait partie des hommes de ce type. L'amour et le respect de ces principes, et je signale cela seulement à titre illustratif, l'ont amené en 2006 à démissionner de son poste de Premier ministre lorsqu'est survenu ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des déchets toxiques, ayant estimé en conscience avoir failli à l'un de ses devoirs, qui était celui de protéger la santé des Ivoiriens. Cette démission, il est vrai, a été diversement interprétée, mais laissons cela au jugement de l'histoire. Je salue, au nom de Monsieur le Président de la République et de la nation tout entière, le Premier ministre Charles Konan Banny, qui, à un moment délicat de l'histoire de notre pays, a fait don de soi à son pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, si la Côte d'Ivoire, digne dans la douleur, pleure un de ses illustres fils, vous, Excellence, vous pleurez un frère, vous pleurez un de vos compagnons, compagnon avec lequel vous avez parcouru une bonne partie de votre vie professionnelle, pour ne pas dire de votre vie. En effet, économistes vous deux, vous avez ensemble écrit des pages glorieuses de la vie de la BCEAO. Nous qui, à vos côtés, avons eu la chance de vivre ce pan de l'histoire, avons vécu votre complicité avec l'illustre défunt. Nous avons, en effet, souvenance de la relation de confiance mutuelle que vous avez entretenue avec le défunt Premier ministre. Ainsi, quand le président Félix Houphouët-Boigny vous a fait appel aux cheveux de la Côte d'Ivoire en qualité de président du comité interministériel, puis de Premier ministre, c'est lui, Charles Konan Banny, que vous avez proposé pour vous succéder en qualité de gouverneur de la BCEAO. De même, dès votre accession à la magistrature suprême en 2011, c'est à lui que vous avez bien voulu confier la gestion du volet réconciliation nationale dans une Côte d'Ivoire secouée par des contradictions internes et une profonde division. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la douleur est grande, le chagrin immense, la perte énorme, parce que nous venons de perdre, avec le Premier ministre Charles Konan Banny, un grand homme d'État aux compétences professionnelles avérées et reconnues de tous. Puis l'instant solennel de la sonnerie aux morts. Suivi de la remise du drapeau national à la veuve. Après s'être ainsi acquitté de son devoir envers son grand serviteur, l'État de Côte d'Ivoire pouvait laisser aller sa dépouille. Charles Konan Banny a été remis aux siens pour son inhumation. Et l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny a été aussi gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Un gouvernorat exercé entre 1994 et 2005. Ce jeudi à la primature, plusieurs de ses collaborateurs d'Abidjan et ceux venus de Dakar lui rendent hommage. On le voit avec Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire dit merci, reconnaissante à celui qui aura été son 5e Premier ministre. Homme de rigueur et d'efficacité, l'ancien gouverneur de la BCEAO. Ses anciens collègues venus de Dakar se souviennent. Il aimait d'accord son pays, mais il aimait l'Afrique. Il était droit, il était travailleur, il était fidèle en amitié. Et vraiment, c'est une très grosse perte que nous subissons. Et nous avons tous très mal. Que Dieu l'accueille en son sein et qu'il le rétribue du meilleur dans son paradis céleste en lui donnant une très belle place de choix qu'il mérite tant. C'était quelqu'un qui savait réunir, rassembler. J'ai eu l'occasion pendant toute la durée de son gouvernorat à la Banque centrale d'être à ses côtés et j'ai trouvé un humain, un monsieur humain, évidemment très rigoureux dans le travail, qui voulait vraiment qu'on fasse bien les choses. En tout cas, que de bons souvenirs. C'était un grand homme qui a été célébré par la République
Nous sommes tous en deuil et nous sommes tristes bien sûr pour son départ, mais nous sommes réconfortés par ce qu'il a laissé comme exemple pour tous ceux qui doivent suivre les valeurs qu'il a incarnées. La galerie des premiers ministres à l'entrée de la primature, c'est aussi sa signature, le symbole de sa reconnaissance à tous ceux qui, comme lui, auront servi la nation à ce haut poste. Et voilà pour l'hommage rendu à ce grand serviteur de l'État. Mais à côté de ce deuil, on reste à la primature pour voir cette bonne nouvelle pour les agriculteurs. Le prix d'achat du coton graine est maintenu cette année encore. Malgré la chute des cours à l'international, il est fixé à 300 francs CFA le kilogramme. Pour la campagne 2021-2022, des efforts du gouvernement que les acteurs de la filière célèbrent à partir de ce jeudi à travers les 20 ans de l'intercoton. Noël Niagno. Joyeux anniversaire l'intercoton, joyeux anniversaire. Oui, l'intercoton a 20 ans. 20 ans que cette organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton tisse l'économie des zones de production. Comme cadeau d'anniversaire, le Premier ministre a annoncé le prix de la campagne 21-22 maintenu à 300 francs CFA malgré la tendance baissière du cours mondial. 300 francs CFA le kilo de coton graine. « 300 francs CFA le kilo de coton graine de premier choix et 275 francs CFA le kilo le coton graine de deuxième choix. » Pour le soutien de ce prix, l'État a consenti un appui à la dimension des enjeux socio-économiques de cette spéculation. Sur la base de la prévision de production de 582 485 tonnes, ceci induit donc un soutien du gouvernement de 32,9 francs CFA le kilo, correspondant à 19 milliards 164 francs CFA. C'est un ouf de soulagement pour les producteurs. Quand j'étais avec mon papa, nous avons cultivé le coton et nous avons vendu le coton à 60 francs, à 70 francs. Aujourd'hui, si c'est à 300 francs, ça veut dire que vraiment c'est un effort du gouvernement, ça nous encourage. Au-delà du prix du coton graine, le gouvernement a consenti un deuxième cadeau d'anniversaire. Il a porté sur le prix des intrants. Pour le NPK, 277 francs CFA le kilo, soit 13 850 francs CFA le sac de 50 kilos. Pour l'urée, 295 francs CFA le kilo, soit 14 750 francs le sac de 50 kilos. Pour les insecticides, 33 000 francs CFA par hectare pour le cycle culturel. Grâce à cet appui constant, Intercoton a pu tisser harmonieusement sa toile malgré les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire pour se hisser à un niveau confortable. Le nombre de producteurs va passer d'environ 60 000 en 2010-2011 à 132 000 en 2020-2021, pour une production record qui passe donc de 174 000 tonnes à 559 000 tonnes de coton graine, soit plus du triple sur cette période. Ces acquis sont l'œuvre d'une somme d'actions menées avec rigueur et professionnalisme. Le sérieux, le dynamisme et la dextérité affichés dans l'exécution de ces tâches depuis 20 ans lui ont permis d'élargir son réseau professionnel en y intégrant ses partenaires stratégiques, techniques et financiers internationaux au plus haut niveau, dont l'Union européenne, le groupe de la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Comme on le voit, l'Intercoton a su exploiter ces 20 années pour se positionner comme une organisation crédible et forte. Pour l'avenir, le Premier ministre fait une invite. Notre conviction stratégique est simple et forte. La consolidation des acquis et l'accroissement de la profitabilité de la filière, comme dans d'autres secteurs agricoles, passe nécessairement par une transformation nationale accrue de nos richesses agricoles et donc une relance puissante de l'industrie ivoirienne du textile et de la confection. Le coton en chiffres, c'est 7% des recettes d'exportation et contribue à hauteur de 1% au produit intérieur brut. Le bassin cotonnier s'étend sur une superficie de un peu plus de 50% du territoire national et fait vivre environ 3 millions d'Ivoiriens.
Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. La Direction générale des impôts enregistre pour ce troisième trimestre de bons résultats. Les services de la régie ont réalisé un écart positif de 84 milliards de francs CFA. Le séminaire bilan a permis d'évoquer les pistes pour réussir les 3 derniers mois. À fin septembre, 2181 milliards de ressources fiscales collectées. Des détails à la région du Bambo. 743,6 milliards de francs CFA. C'est le total des ressources collectées par la Direction générale des impôts entre juillet et septembre 2021, là où étaient attendus 660,2 milliards de francs CFA selon les prévisions de début d'année. L'administration fiscale réalise ainsi un excédent de 83,4 milliards de francs CFA et un taux de recouvrement de 112%. Des résultats satisfaisants, mais la Direction générale, elle, ne veut pas s'en contenter. Ce n'est pas parce que les chiffres sont bons qu'il n'y a pas du bon travail qui reste à faire. C'est peut-être une bataille que nous avons gagnée, mais la guerre ne sera gagnée qu'au soir du 31 décembre 2021. Le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État a exhorté les agents des impôts à aller au-delà des objectifs, en recherchant notamment des niches non encore fiscalisées ou qui le sont insuffisamment. Nous devrons œuvrer à renverser la tendance par l'amélioration de la mobilisation des recettes internes. À cet effet, des mesures fortes doivent être identifiées et mises en œuvre. Il s'agit de l'élargissement de l'assiette fiscale à travers notamment l'accroissement de la population fiscale, c'est-à-dire des contribuables, l'aménagement de l'assiette et des taux de certains impôts, le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal et la consolidation des performances de l'administration fiscale. L'objectif de recettes assignées aux impôts au 31 décembre 2021 est de 2748,7 milliards de francs CFA. À 3 mois de ce terme, la Direction générale des impôts a déjà collecté 2181 milliards de francs CFA. En organisant ce séminaire bilan, la Direction générale vise à remobiliser ses troupes afin d'atteindre cet objectif final. Rester mobilisé aussi pour vaincre la pandémie de Covid-19, cela passe par l'observation des gestes barrières. On voit ce que disent les chiffres aujourd'hui. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 7 octobre 2021 68 nouveaux cas de Covid-19, 48 guéris et 1 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 60 641 cas confirmés, dont 58 614 personnes guéries, 654 décès et 1374 cas actifs. Au total, 2 435 705 doses administrées contre la Covid-19. Et la Covid-19 qui a éprouvé le monde, repensé le quotidien. Une fois cette crise passée, c'est l'exercice des gouvernants ces derniers mois partout dans le monde. Que faire au lendemain d'une crise sanitaire qui bouscule les modes de vie et fragilise les pays? Il faut s'adapter et relancer au plus vite la machine. C'est justement l'objectif de toutes ces politiques déployées aux 4 coins du globe. Le monde d'après Covid-19, c'est le dossier politique de ce soir avec Alexis Ouedraogo. En 24 heures mercredi, la Russie enregistre plus de 900 morts de la Covid-19. Indexé, le variant Delta et l'indifférence des populations à l'égard du vaccin. Le nombre de cas augmente à Moscou, mais je pense que la situation n'est pas encore critique. Vacciné ou non, chacun est responsable de son propre état de santé. Résultat, avec plus de 213 000 morts depuis le début de l'épidémie, la Russie est désormais le pays le plus touché d'Europe. Une flambée qui force certaines régions à introduire des passes sanitaires. Un tableau quasi identique aux États-Unis qui enregistre plus de 653 000 morts depuis le début de la crise sanitaire. Le 10 septembre, le président durcit le ton avec son plan de vaccination obligatoire pour des millions de salariés. Ce qui rend la situation incroyablement plus frustrante, c'est que nous disposons des outils pour combattre le Covid-19 et qu'une minorité identifiée d'Américains, soutenue par une minorité identifiée de responsables politiques, nous empêche de tourner la page. Avec cette mesure, il faut aussi relancer l'économie américaine.
Les États-Unis ont injecté 1900 milliards de dollars pour contrer les effets de la pandémie. L'enveloppe permet, entre autres points, à des millions d'Américains de recevoir des chèques de 1400 dollars en aide post-Covid. Une dynamique suivie par l'Europe. Depuis début juillet, les plans nationaux de relance sont alignés. Les pays approuvés par le Conseil de l'Union européenne reçoivent les premiers versements de fonds. 672 milliards d'euros de subventions et de prêts destinés à financer des projets. C'est un message très fort de solidarité et de confiance dans l'Union européenne, car ce qui est vrai pour le virus l'est aussi pour l'économie. Aucun État membre n'aurait été capable de maîtriser cette crise tout seul. Et l'Afrique alors, dans ce dispositif de relance post-Covid? Le 1er octobre dernier, à la faveur de la conférence sur les politiques mondiales à Abu Dhabi, l'Afrique se faisait entendre. On a eu 10 fois moins de mortalité en Afrique qu'en Europe. Personne ne pensait ça. Et même aujourd'hui, où la situation est plus grave que de certaines manières qu'il y a 6 mois, on est encore en deçà de la plupart des pays en termes de mortalité. Bon. Donc ça, on a étonné le monde, si vous voulez. Mais comme les matières premières minérales ont cessé d'être achetées, on a eu des baisses de prix très très fortes. Et donc on a été plus affecté dans l'économie sur le prix du cuivre, sur le prix du fer, sur le prix du pétrole, qu'on aurait dû l'être normalement. Héritière de la crise économique liée à la pandémie, l'Afrique doit faire plus pour redresser la barre, une situation qui nécessite un appui important. Avec seulement 6,5% des habitants d'Afrique ayant reçu au moins une dose de vaccin à ce jour, contre plus de 55% en Europe et en Amérique. Il faudra faire plus et plus vite pour atteindre le taux de couverture vaccinale défini par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, entre 60 et 70% de la population à la mi-2022, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. Un appel soutenu début avril par l'OMS qui invite à la solidarité. Nous devons continuer à plaider pour la solidarité mondiale parce que le virus ne sera pas vaincu dans un monde qui est divisé. Il nous faut partager tout ce que nous avons afin de pouvoir de repousser ce virus. Et le partage ou le soutien mutuel, ça n'est pas de la charité. C'est en fait dans le meilleur intérêt de chaque pays. Aux côtés de l'OMS, le FMI, avec une recette toute tracée, augmenter les impôts des plus riches et des entreprises ayant fait des bénéfices importants durant la pandémie pour soutenir les plus vulnérables. Aussi convenu, la prolongation du moratoire sur les paiements des intérêts de la dette pour les pays les plus pauvres. Comme indiqué par le G20, aujourd'hui nous proposons une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux pour compléter les réserves officielles des pays membres de 650 milliards de dollars. Cela contribuera à répondre aux besoins mondiaux à long terme en matière d'actifs de réserve et à fournir un apport substantiel de liquidité à tous nos membres, en particulier les vulnérables. Solidarité, le mot-clé au final, la panacée à cette crise mondiale de la Covid-19. Et le monde d'après Covid-19, c'était le dossier politique de ce soir avec Alexis Ouedraogo. Toujours aux côtés des personnes en détresse, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte son soutien aux familles sinistrées de la tornade survenue le 2 septembre dans plusieurs villages, notamment à Abé, dans le département de Tiebissou. Miss Belmondo Dogo, à la tête d'une délégation, traduit le soutien du gouvernement aux victimes. Salim Matoudia. C'est sous les regards chargés d'émotion que les populations du village d'Abé, dans le département de Tiebissou, au centre de la Côte d'Ivoire, ont vu défiler la chaîne de la solidarité à leur égard. Une solidarité du gouvernement après le passage de vents violents le 2 septembre dernier, décoiffant la toiture de 38 maisons de plusieurs villages. Ce lundi 4 octobre, les tam-tam parleurs ont annoncé l'arrivée de la ministre Belmondo Dogo, porteuse du message de compassion du gouvernement. Nous sommes ici aujourd'hui, au nom du président de la République, à porter le réconfort et le soutien du gouvernement pour vous dire Yako. Yako pour cette tornade, Yako pour les parents
qui n'ont plus de maison, mais grâce à Dieu et au soutien de tous, ont pu reconstruire leur maison. Mais merci à Dieu surtout parce qu'à Abem, ma grande crainte était les pertes en vie humaine. Et nous avons été rassurés qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Des kits alimentaires ainsi qu'une enveloppe ont été remis aux sinistrés en guise de soutien. Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au gouvernement. Les élus locaux, à leur côté, ont rappelé la solidarité entre frères et sœurs du village d'Abé qui a prévalu aux premières heures du sinistre. Le gouvernement œuvre aussi à resocialiser tous les enfants en marge de la niche familiale. Lui et ses partenaires ensemble dans la lutte contre la délinquance juvénile, les enfants de la rue et ceux en conflit avec la loi. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est rendue au complexe éducatif de Cocody. Nasseneba Touré a fait don d'un lot de vivres et de matériel informatique. C'est un reportage de Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Des vivres et non-vivres remis à 43 familles démunies des quartiers précaires de la commune de Cocody. 11 ONG de protection de l'enfant et les directeurs régionaux de la femme, de la famille et de l'enfant, quant à eux, reçoivent des équipements informatiques. C'est une reconnaissance du travail que nous faisons. Nous sommes très contents que l'État pense à ces enfants en difficulté. Ces dons que nous venons de recevoir seront bien utilisés. Des dons d'une valeur de 50 millions de francs CFA de la part de la ministre Nasseneba Touré dans le cadre du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Objectif, apporter un appui à ces familles et ONG et permettre à ces directions d'établir une base de données fiable. La mission de ce programme, c'est de prévenir le phénomène des enfants vulnérables, donc en rupture sociale, sur toute l'étendue du territoire, faire la prise en charge pour ceux qui sont déjà dans la rue et accompagner également les familles de ces enfants pour faire la réunification familiale et faire l'insertion socio-professionnelle et scolaire de tous ces enfants. Le développement de l'enfant dans un environnement adéquat, c'est ce à quoi le ministère de la Femme s'attelle pour garantir l'avenir de ces tout-petits. Je voudrais encourager les parents et leur faire savoir que le gouvernement est à leur côté. Et nous travaillons pour ramener ces enfants dans leur famille pour une meilleure réinsertion. Ces enfants-là qui sont même le futur de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Grâce aux actions des ONG de protection de l'enfant et à l'appui financier des partenaires techniques, le ministère a recensé 300 enfants vulnérables. Parmi eux, 40 sont formés au métier de coiffeur, de menuisier et de pâtissier. Ils seront bientôt installés. Et de son côté, le Bureau international du travail veut éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne et le travail des enfants. Des initiatives mises en œuvre selon les objectifs de développement durable de l'ONU. Le comité interministériel s'est réuni pour faire le point et parvenir à une synergie d'action. Patricia Omouetia. D'après les estimations de l'Organisation internationale du travail, près de 21 millions de personnes dans le monde sont victimes de travail forcé. 168 millions d'enfants sont contraints de travailler, dont la moitié dans les pires formes de travail, principalement les travaux dangereux. L'Alliance 8.7 est une coalition qui s'engage à accélérer et à intensifier les actions pour lutter contre ce problème et à atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable, ODD. Aujourd'hui, la situation que nous avions en 2000, également en 2020-2021, n'est plus la même aujourd'hui. Le phénomène est considérablement réduit. Sa mission consiste à aider tous les États membres de l'ONU à éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et toutes les formes de travail des enfants. L'enjeu pour le gouvernement ivoirien est de parvenir à une synergie d'action pour lutter contre le travail des enfants. Ce qu'il est important de faire maintenant, c'est de réfléchir comment on peut améliorer encore la situation pour éliminer ce fléau qui est le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Dès l'apparition du phénomène, la première des choses que notre pays a faites, notre pays a fait mener des études. À la suite de ces études, on a eu une meilleure compréhension de la situation. Et après que nous ayons eu une meilleure compréhension de la situation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, soucieux constamment du bien-être de la population ivoirienne, a mis en place un cadre juridique efficace pour adresser la question du travail des enfants. Cette rencontre avec le BIT, l'UNICEF, l'OIM et les membres de l'Alliance 8.7 a pour objectif d'identifier et coordonner les actions prioritaires afin de poser un diagnostic clair pour éradiquer ce fléau
d'ici 2025. Et dans le reste de l'actualité, le sommet Afrique-France se tient demain vendredi à Montpellier. Un sommet pas comme les autres pour la première fois depuis 1973. Aucun chef d'État africain n'a été convié. La société civile est mise à l'honneur. Une initiative du président français sous fond de refondation des relations avec le continent. Offrir un nouveau cadre de réflexion et d'action aux nouvelles générations. Quelques 3000 participants, dont des entrepreneurs et jeunes africains, sont ainsi attendus pour des rencontres et des tables rondes sur des sujets économiques, culturels et politiques. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'une belle eau ne reste pas longtemps dans la jarre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.